Voilà, maintenant on va peut-être regarder un peu euh, certains aspects sur le long terme. Donc, on a dit qu'au début, on se focalise davantage sur les 12 ans, mais au fond, la vision doit aller beaucoup plus loin parce que le parcours scolaire est long. Et tout ce que on veut assurer, c'est que quelque part, que les débuts soient suffisamment solides pour rendre le reste du parcours beaucoup plus viable. Donc là, on donne simplement quelques idées pour discuter si c'est là les échanges. Mais bon, sans être très ferme, mais c'est juste des idées. On va voir le concept de ce qu'on appelle les stages longue durée auprès d'entreprises, disons partenaires, qui vont travailler avec notre école. Quel est le but? On se pose la question, lorsque on va faire des études à l'université, on va y passer un certain nombre d'années. Et des fois, on le compare avec un étudiant, ou un élève, disons, qui a acquis un certain bagage, une certaine façon de faire, qui a maîtrisé l'art d'apprendre, parce qu'on a dit, si on apprend à apprendre, c'est le savoir, c'est une expertise ou un savoir-faire qui vous permet de survivre dans tous les environnements, quel que soit comment ils vous sont étrangers. Et donc l'idée serait que, peut-être à la limite, ce qu'on paye à un enfant pour payer une scolarité quelque part chaque mois, on lui donne ça comme salaire, et tous les jours, il va dans une structure. Tous les jours. Il a un salaire payé par le parent qui ne le paye pas à l'école privée de comptabilité, de gestion, finance, quelque chose comme ça. Et donc, dans ce cas, après 2, 3, 4 ans, peut-être, si cet enfant, ou cet étudiant, ou ce travailleur, à la limite, ce stagiaire, va chercher du travail, il rencontre quelqu'un qui a fait 4 ans à la faculté ou dans une certaine école, je pense qu'il est évident que celui qui aura à mettre sur la table un savoir-faire, quelqu'un qui est fonctionnel, qui a l'expérience, qui a fait des choses, cela va aller sans dire. Et on se demande dans quelle mesure on ne peut pas très tôt créer, nouer des partenariats avec les entités qui savent qu'on leur enverra régulièrement ce qu'on appelle des stagiaires à longue durée. Ce pas des stagiaires qui sont là pour faire des photocopies, mais ils vont participer. S'il le faut, ils vont faire un tour de tous les coins de cette structure, apprendre, faire, participer. Et de ce point de vue, inversement, on envisage que ces structures, de façon constante, alimentent notre école de ce qu'eux, ils attendent. De ce qu'ils attendent. Parce que je ne pense pas que les programmes qui sont enseignés chaque année sont revus sur la base des besoins exprimés par le secteur privé ou qui que ce soit, toute structure qui a des besoins, de ce qui voudrait que les étudiants sachent qu'est-ce qu'ils amènent comme bagage. Je ne pense pas, peut-être je me trompe, qu'il y ait des mécanismes qui permettent de le collecter et d'orienter l'enseignement et ses méthodes vers la satisfaction de ces besoins qui auraient été exprimés. Mais pour nous, ça, ce serait une chose importante à laquelle il faut réfléchir pour savoir, bon, si on doit le matérialiser, comment ça pourrait se passer. Donc, on a parlé de ce partenariat avec les business. Et à la limite, nous pensons aussi une chose. Quand il s'agit d'enseignement supérieur, il faut distinguer deux choses, deux filières, je dirais. Il y a la filière du savoir et la filière du savoir-faire. Quelle est la différence? Le savoir, c'est la poursuite du savoir pour le savoir. Donc, à la limite, quelqu'un qui va dans une filière savoir, c'est pour perpétuer le savoir. C'est peut-être le chercheur qui va communiquer ce qu'il a trouvé, ce qu'il sait,
au suivant, qui se repose dessus, pour pouvoir aussi continuer, c'est le savoir, le savoir, le savoir. Maintenant, il y a une autre notion qu'on appelle le savoir-faire. Savoir-faire, c'est utiliser le savoir pour faire quelque chose. Parce qu'on le veut ou non, beaucoup de choses que nous fabriquons, que nous faisons, viennent du fait qu'il y a eu un savoir ou des savoirs qu'on a combinés pour arriver à quelque chose qui résout un problème de l'humanité. Et donc, ça crée une branche où les gens sont experts, ils savent le faire. Si on enseigne la chimie à la fac, la physique ou autre chose, et quelqu'un dit, mais si je prends ce produit-là et je le mélange avec cette autre chose, et je mets une machine ici, je vais avoir ça, j'aurai l'énergie là, et je vais obtenir tel résultat, ça c'est le savoir-faire. Normalement, le savoir-faire doit s'acquérir à l'endroit où on fait. À l'endroit où l'on fait. Et de s'alimenter de savoir pour pouvoir faire. Autrement dit, c'est comme si quelqu'un veut apprendre à jouer au football, on l'amène dans un amphithéâtre avec des grands écrans. Non. On l'amène là où on fait le football, c'est le terrain. Celui qui veut faire la comptabilité, on l'amène là où on fait la compta, c'est le cabinet comptable, pas l'amphithéâtre. Et d'ailleurs, quand on va dans un milieu universitaire, on enlève toutes les vacances. Bon, si on a de la chance, il n'y a pas de grève, d'absence, ainsi de suite. S'ils ont 180 jours, 200 peut-être dans l'année, on peut faire le calcul. C'est peut-être ça. Et ce qu'on enseigne est étalé sur beaucoup de sujets. Et rarement, on va dans un travail où tous ces sujets-là, ils en auront besoin. C'est pas possible. Donc finalement, on étale et ça fait une couche mince pour tout. Et le miracle, c'est que pour savoir si l'enfant ou l'étudiant sait, c'est très simple. On enseigne et puis on donne 2 examens. L'un s'appelle premier semestre, je crois, et l'autre deuxième semestre ou examen final. De 3 heures. Donc en 3 heures, ça suppose décider s'il connaît tout, qu'il maîtrise tout. Mais c'est simple. S'il réussit à ces 3 heures, on dit qu'il connaît tout. Aussi simple que ça. C'est ce qu'on fait. À la limite, c'est comme une voiture, on mesure la vitesse quelque part sur le chemin, il fait 10 km à l'heure. Plus tard, on mesure, il fait encore 10 minutes à l'heure. On dit, bon, sur tout le parcours, la voiture n'a fait que 10 km par heure. Ouais. En quelque sorte, bon, on prend la moyenne des 2 vitesses. 10 plus 10 égale 20, divisé par 2 égale 10. Donc sa moyenne, c'est 10. Donc ça rappelle un peu ce dont on parlait tout à l'heure. Donc, toujours dans le sens du long terme, on envisage, disons, une organisation qui permettrait d'être un accompagnant de l'étudiant sur un très long parcours. Peut-être un club où les amis de notre école, les anciens élèves de notre école, créent une certaine solidarité entre tous ceux qui ont participé à notre école. Ils sont sortis de notre école. On les accompagne dans la recherche d'emploi, pourquoi pas, très tôt à l'avance. Ils savent que s'ils tapent à notre école est toujours là pour leur chercher des opportunités. De créer une identité de notre école. Donc tout ça, évidemment, ce sont des idées, une petite vision. Et si on est commis à le faire, ce n'est pas une histoire de 3 ans ou 5 ans. C'est beaucoup plus long, peut-être 15-20 ans. Donc l'idée, c'est de commencer petit, observer, ajuster. Puis envisager un lancement grandeur nature, mais comme par exemple comme cours de vacances, pour tester comment le modèle peut marcher pendant une certaine période. Il faudra rédiger une charte pour les parents qui sachent comment ça marche, parce que ce sont des pions extrêmement importants dans cet échiquier. Donc, il faut aussi établir un planning de déploiement
bon, depuis des petits tests où on a des volontaires, des parents, des élèves, on essaye ces activités dont on a parlé, des enseignants qui sont intéressés. On va les former, on va leur donner des applications, ils pourront en faire et puis suggérer même des modifications. OK? Et donc, faire beaucoup d'essais en quelque sorte. Voilà. Donc, on aura quelques petits dessins ici pour un peu illustrer encore. C'est des choses dont on a parlé, ou qu'on voit très bien. Quand on gravit ces échelons de CM1, CM2, bon, comme on le sait, il y en a qui peinent pour diverses raisons. Certains pour qui c'est plus facile. Fait table rase. Donc, chacun selon ses moyens. L'essentiel, c'est d'arriver. Et les motifs. Bon, un autre concept ici aussi, bon, on ne s'est pas gêné. Tout ce qui passe par la tête, on le met. Soumis aux discussions, au débat, à la critique. Ceci représente peut-être un modèle où un nombre limité d'élèves se rendent à un endroit où il y a peut-être une dizaine, quinzaine d'élèves du voisinage dans une salle où tout est là, puis bon, quelqu'un qui supervise et qui n'a pas besoin d'être un enseignant. Ça peut être un chômeur qui a sa licence, qui cherche pas qui veut du travail. Donc voilà un nouveau boulot qu'on a inventé dans ce cas-là. Et donc, de ce point de vue, c'est sûr et certain que s'il y a une infection, à tout hasard, ça va infecter 10 élèves, pas 300, avec le modèle qu'on connaît. Juste un exemple. Il a pour peut-être insister encore sur la lecture. Pour nous, c'est ça qui va sauver. Enfin, qui nous aidera grandement si on arrive à inclure, à introduire une culture de la lecture. Que les parents éduqués sur l'éducation comprennent que ça, c'est une pièce primordiale. Bon, on a aussi des réflexions sur le bac. Le bac qu'on connaît depuis 2 siècles ne sert à rien. Pas de logique. L'exemple que j'aime bien donner, c'est celui qui a fait l'éducation physique. Et puis on lui donne 12 au lieu de 14 ou 13. Donc il lui manque un point. Il échoue au bac. Il échoue au bac. Et va savoir qu'est-ce qui peut faire une différence de 1 ou 2 points en éducation physique. Donc il va pas poursuivre ses études. Oui, parce que il a mal sauté ou son pied a bougé quand il a fait le saut, je ne sais pas. Et le comble, c'est qu'à l'université, il n'y a pas de gym, il n'y a pas d'éducation physique. En attendant, on l'a bloqué pour un point. Ou bien un demi-point et vos études s'arrêtent. Voilà. Vous avez cartouché, donc vous arrêtez. Donc, aussi, c'est certains concepts dont nous avons discuté. Bon, noter enseignants et parents, c'est parfaitement faisable. Bon, c'est pas une noter pour dire vous avez mal fait ou c'est juste pour dire quelle est la température, comment vous êtes perçu. Et si un collègue enseignant est mieux noté, en soi-disant, on peut lui dire, mais bon, comment tu fais? Et peut-être se passer des tuyaux. Moi, c'est comme ça que je fais. Peut-être que tout le monde gagne. De la même façon, l'enfant qui vient à l'école, bon, sur une application, il dit simplement, maman ou papa m'ont fait lire hier, on a lu, ou bien on n'a pas lu. Papa ou maman ou X m'ont demandé qu'est-ce que tu as appris à l'école. Ah non, ils ne l'ont pas fait. Boum. Et donc, les parents vont avoir un carré de notes. Donc, ces pauvres-là, ils ont 12 sur 20. Voilà, parce qu'ils n'ont pas bien suivi, ils n'ont pas participé. Donc, bon, probablement, ils vont sortir du système. Parce qu'ils n'ont pas la moyenne. Bon, donc comme je disais, noter les parents, bon, c'est des choses qui sont faciles à faire. Avec les technologies, on peut faire des applications qui vont le faire, des petites plateformes, et sans rien demander aux utilisateurs, sinon peut-être d'envoyer juste un SMS par exemple. Même s'ils n'ont pas de connexion, ils vont envoyer un SMS qui sera interprété. Et quelque chose ici, c'est, bon, encore une fois, des petites réflexions sur comment le système se passe. On aurait pu le mettre sur le survol du système. Normalement, on peut se poser la question, qui doit savoir si l'enseigné sait ou ne sait pas? Normalement,
Celui qu'on enseigne, c'est lui qui doit dire je ne sais pas encore, je ne sais pas, je ne suis pas là. Mais c'est celui qui soigne la maladie de l'ignorance qui détermine. Et finalement, c'est comme si vous avez un médecin et ce médecin fait redoubler le patient qui tarde trop à guérir de la maladie de l'ignorance. Donc finalement, c'est comme un médecin chargé de soigner l'ignorance qui recueille les patients les plus sains. Et ceux qui sont les plus malsains, ben oui, on a essayé de traiter, tu n'es même pas capable de guérir. À la limite, c'est un peu ça. Là, bon, évidemment, on met juste des réflexions, des pensées sur comment ça se passe. Là, donc, on appli de rapport quotidien, bon, on peut mettre sur une plateforme, on reçoit, et puis bon, le principal peut voir. Si on veut amener jusqu'au ministre, s'il le faut, il va voir dans tous les pays quels sont les départements où les enfants comprennent le mieux, d'après leur rapport non biaisé. Ce n'est pas des interviews, c'est juste leur feeling quand ils sortent de classe, c'est tout. Et toujours parlant d'arbitraire, la barre, bon, comment ça se passe? Les enfants sont différents, mais on met une barre. Au-dessus, au-dessous, tu passes ou tu ne passes pas. Très simple. Des fois, la barre est très basse, donc beaucoup réussissent. Si elle est très haute, comme le groupe du milieu, il y en a plein qui échouent. Ou bien c'est peut-être quelque part au milieu, bon, c'est 50-50, par exemple. C'est comme ça que ça marche. Et on peut imaginer où on donne un coup de pouce, c'est-à-dire bon, donner une aide. Et c'est ça l'extra qu'on donne aux étudiants qui sont un peu faibles, pour qu'à la limite, quel que soit où on met la barre, mais tout le monde va passer. C'est aussi simple que ça. Et devant la difficulté, tout le monde a besoin d'un peu d'aide pour réussir. Le rituel dont on parlait tout à l'heure, à savoir lecture, lecture, lecture. Et qu'est-ce que tu as appris à l'école? Qu'est-ce que tu as appris à l'école? C'est deux choses, à notre avis, qui sont très importantes dans la participation des parents au succès de leur enfant. Et je pense ici la différence entre un parent et parent d'élève. Donc un parent, c'est le parent d'un élève, et le parent d'élève, c'est un parent d'élève. Une grande différence. Un parent d'un élève, c'est un parent dont l'élève va à l'école. Un parent d'élève, c'est un parent d'élève. Il est impliqué, il participe, il fait des choses, il apprend même à la limite, parce qu'on va lui donner les cours là, en Wolof ou en français, il va le recevoir sur son téléphone portable. C'est faisable. L'enseignant l'enregistre vocalement peut-être, appuie sur un bouton, et puis partage, boum. Les parents de ces élèves vont recevoir, vont savoir. Et donc, il y a un volet d'éducation des parents à l'éducation. Ça, c'est quelque chose qui manque, à notre avis. Il faut beaucoup mettre l'accent dessus. Autant que faire se peut. Et voilà pour le dernier, peut-être, encore une fois, illustrer, bon, comment, quand ils sont différents, l'inégalité des chances. Et quand on donne à chacun ce dont il a besoin, on a égalité des chances. Maintenant, on va parler un peu rapidement des applications, peut-être. Bon, là, c'est une application qui permet d'apprendre le Coran, de lire, de faire des tests pour savoir ce qu'ils ont appris, répondre, savent reconnaître les lettres et tout. Ici, bon, c'est juste un exemple d'un écran où l'enseignant, il prend les ressources qu'il veut, il les trouve partout, mais ce qu'il veut, sous forme de vidéo, d'image ou de texte, etc. Pour une leçon, très simple. Ok, une autre image pour l'enseignement du Coran. Bon, on a mis juste des captures d'écran d'applications qui sont développées ou bien en cours de développement et qu'on pourra aussi présenter à l'occasion. Donc, ceci termine la présentation. Je pense que bon, s'il y a des questions ou une discussion sur ça, vous êtes les bienvenus. Nous, on cherche à recueillir ce que vous en pensez et quelles contributions vous pouvez donner. Merci beaucoup.